Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Time Between où aujourd'hui il sera question de Papy Chat. Papy Chat est le... Bon, je reviens du futur et j'ai vu vos commentaires. Alors oui, je me suis rasé, et non, ce n'est pas parce que j'ai peur que Castaner vienne me mettre en prison pour port ostentatoire de barbe anti-républicaine défendant le cannibalisme sur bébé aveugle. Premier long métrage de Mounia Medour qui était jusque-là documentariste. Le film raconte l'histoire de Nejma, une couturière algérienne qui, avec ses amis, essaie de monter un défilé de mode en plein Alger, au milieu d'une guerre civile. Alors, comme d'habitude, on va commencer par les points techniques, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce film, il a un parti pris de réalisation très marqué, et il va pas le laisser tomber. En effet, le truc qui marque à fond dans ce film, c'est que quasiment tous les plans sont pris au téléobjectif. En fait, c'est assez rare au niveau du ratio de cadre de dépasser le portrait, c'est-à-dire qu'on va être très très proche des personnages, mais par contre, ça donne un côté très claustro à tout le film. Pareil, on a très très peu de plans fixes, ce qui fait qu'on est toujours en mouvement, on a l'impression en fait d'avoir toujours le caméraman qui court derrière les actrices, ce qui était sans doute le cas d'ailleurs. Mais ouais, le fait que les plans soient très rapprochés des personnages, que rien soit stabilisé, qu'on sente qu'il y ait très peu de moyens dans la technique, même si le film est techniquement très réussi, il y a un côté film à petit budget, à la limite du film clandestin, qui à mon avis est volontaire. Ça m'a beaucoup fait penser en termes de style de réa à, comment ça s'appelait déjà, Les Chats Persans. Les Chats Persans, c'était un film qui parlait de l'Iran des années 80, je crois. C'était un petit peu la même période, non c'était peut-être après 80. Oh, je sais plus, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. L'histoire des Chats Persans se déroule dans les années 2000. Donc oui, plus ou moins dans les années 80, quoi. Espèce de mandibule de panda. Tourner tout un film au téléobjectif, c'est un sacré défi, quel que soit le level du chef opérateur. Bêtement, suivre une main qui va des lèvres jusqu'au cendrier peut devenir une véritable épreuve technique si on n'est pas assez équipé. Et dans ce film, tous les mouvements de caméra sont au moins aussi énergiques et énervés que l'est l'héroïne. Alors si vous êtes fan des cadres parfaits, de la règle des tiers et tout, laissez tomber, ce film est complètement punk, il en a rien à foutre. Mounia Medour décrit le lien entre Léo Lefebvre, le chef opérateur sur le film, et les actrices comme étant fusionnel. En effet, à un certain stade, le chef opérateur arrivait à prévoir les gestes des actrices avant même qu'elles ne le fassent, et arrivait donc à suivre l'action avec sa caméra, sans même que ce soit forcément écrit dans le découpage technique. Et oui, parce qu'il y a des scènes où par exemple Nejma va bêtement fumer, mais le rythme avec lequel elle va tirer une taf, le poser dans le cendrier, regarder ailleurs, parler à quelqu'un, bah ça c'est pas intégralement prévu dans le script. Et donc dans ce film, ça a été un gros travail du côté des techniciens de suivre la dynamique de jeu entre les actrices pour arriver à faire ressentir au mieux les émotions à l'écran, sans avoir l'impression que tout était prévu en avance. On en a déjà parlé dans d'autres épisodes, mais dans le cinéma hollywoodien, aucun mouvement de caméra n'est laissé au hasard. Tout est extrêmement mécanique, voire même semi-automatisé dans certains cas. Ce qui fait qu'on a souvent tendance à oublier que derrière la caméra, il y a des techniciens qui sont autant des artistes que les acteurs. Eux aussi font partie intégrante de cette merveilleuse danse à 50 personnes qu'est un plateau de tournage. Et oui, sans technicien, on est un peu condamné à faire des plans fixes avec des micros sur pied. Un peu comme dans cette émission, quoi. Oh, mais toi, c'est pas avec tes sarcasmes qu'on aura des dolly shots, hein. Challenge accepted. What? Pareil, on a tout un travail dans le film qui est super beau sur la texture du tissu, parce que vu que Nejma est une couturière, eh ben, en fait on voit le film à travers sa manière de voir le monde, et notamment dans des moments où elle est très intériorisée, où elle parle pas trop aux gens qui sont autour d'elle, on a toute une mise en scène sur les tissus. Notamment quand elle coud ou quand elle dessine ses robes, en fait on a vraiment, notamment au niveau du mixage son, on est vraiment à l'intérieur de son esprit. Quand elle va dessiner ses robes, on va vraiment entendre chaque coup de crayon ou chaque coup de marqueur sur son cahier. Donc on va vraiment suivre le design de la robe dans sa tête et en même temps à l'écran. Et pareil, quand elle va penser les ourlets, alors je suis très nul en couture, hein, donc c'est peut-être pas les bons termes, mais quand elle va penser ses ourlets, ses rapiessages, etc., on va voir ses mains courir sur la fibre du tissu et on va vraiment avoir, à mon avis, le micro était à
à 2 cm de ses doigts, parce qu'on sent vraiment tout le bruit sur le tissu. On sent que le bruit change selon quel type de tissu elle va utiliser, selon quel matériel elle va, elle va mettre sur le tissu, etc. Pareil, il y a pas mal de moments où quand elle laisse reposer ses tissus après les avoir teints, on a tout un travail sur la présence du vent. Mais du coup, ouais, il y a beaucoup de plans très contemplatifs sur les tissus qui sèchent avec le vent, qui du coup au début sont très lourds, mais au fur et à mesure des plans deviennent très légers parce que... pour le coup, à mon avis, vu la gueule de la scène, c'est un peu une métaphore de la peine de Nejma qui, au début de la scène, je ne vais pas vous spoiler, mais se sent très lourd sentimentalement. Il s'est passé un truc juste avant, quoi. Du coup, les tissus sont aussi lourds qu'elle parce qu'ils sont mouillés et trempés. Et au fur et à mesure de la scène, les tissus s'allègent, tout comme sa conscience s'allège en créant ses robes. Salut à tous, changement de cadre, car en effet, j'avais fini de tourner l'épisode sur Papicha hier, et je me suis rendu compte qu'en fait, la carte SD de mon téléphone était pleine, ce qui fait qu'à peu près la moitié de la chronique a du son mais n'a pas de vidéo. Donc je me suis dit autant profiter du fait qu'il soit dimanche matin et qu'il fasse globalement bon pour venir retourner cette deuxième partie de la vidéo. Je n'ai pas les mots pour dire à quel point tu me désespères. Alors il me semble qu'on avait fini la partie technique avec le fait que le film était très sensoriel dans son montage et dans son mixage son, notamment dans les moments où Nejma va se mettre à coudre. Mais ce qui est important, c'est que le film va aussi utiliser cette mise en scène sensorielle pour décrire et montrer le corps des femmes. Parce que oui, comme a dû vous le résumer Blue, on parle quand même pas mal des frères musulmans et de leur rapport un petit peu réactionnaire au corps de la femme. Et du coup, ce film va vraiment mettre en exergue les corps des femmes, mais sans jamais en mettre un par-dessus l'autre. Alors il est effectivement temps de mettre une louche de contexte avant de continuer. Red parle des frères musulmans alors que les islamistes qu'on voit dans le film font partie du Front islamique du salut. Quelques années avant les éléments décrits par le film, en 1991, le FIS venait de gagner les premières élections autorisées par la dictature. Oui, alors quand on gagne 50% des mairies, en ayant moins de 20% des voix, j'appelle pas ça une victoire, j'appelle ça un système électoral qui ne marche pas. Suite au résultat, la dictature annule les élections et le FIS passe à la lutte armée. À leurs yeux, ils avaient gagné le droit de régner. On reviendra sur ces éléments de contexte au fur et à mesure de l'épisode parce que je trouve ça assez important de les avoir en tête quand on parle du film. C'est-à-dire que par exemple, Nejma a son corps à elle, mais par exemple, Sawila et... Samira, c'est ses deux amies, Sawila et Samira, ont, elles, des physiques très différents. Il y en a une qui est très à l'occidentale, avec les cheveux lisses, etc. Et l'autre qui, au contraire, porte le voile, par exemple. Et du coup, le film va mettre un petit peu en avant la beauté que peut avoir le voile quand il est porté volontairement, notamment. Elles ont toutes leur manière d'approcher leur individualité, sans jamais que le film dise « ça, c'est une bonne féminité » ou « ça, c'est une mauvaise féminité ». Et d'ailleurs, pendant que j'en parle, il y a un nombre de personnages dans ce film qui est... Bon, c'est pas non plus du Game of Thrones, il n'y a pas 400 personnages, mais il y a quand même beaucoup de personnages secondaires auxquels on s'attache vite. Et surtout, très important, les relations entre les personnages secondaires et principaux sont très vite mis en place, ce qui fait qu'on a vite de l'attachement pour tous les personnages. Par exemple, Sawila est très vite devenue ma personnage préférée au bout d'à peu près 20 secondes d'écran. Ouais, les dialogues sont super bien écrits parce que, alors c'est d'un naturel de fou, les actrices sont ultra à l'aise avec leur texte, tellement que je me demande s'il n'y a pas un petit peu d'impro, parce que par exemple le texte est un mélange entre du français et de l'algérien, c'est-à-dire qu'il y a des phrases entièrement en arabe et soudain il y a un mot de français, ou inversement des phrases entièrement en français et des fois un mot d'arabe, donc j'imagine que ça... J'ai le malheur de ne jamais être allé en Algérie, donc je ne sais pas si cette forme de parler est typique de Alger. Eh bien figure-toi mon cher Red que ce parler était une des exigences de Mounia Medour. L'algérois, le parler de la ville d'Alger, est typique des zones côtières de l'Algérie où l'influence française était beaucoup plus forte. Et il s'agit en effet d'un savant mélange d'arabe et de français. Et pour Medour, l'utilisation de cette langue remplit plusieurs objectifs. Un objectif culturel, dont elle parle beaucoup en interview, montrer qu'une langue c'est pas quelque chose de figé et de fixe, mais quelque chose qui est en constant mouvement, et qu'il est donc stupide de diviser les peuples par rapport à leur langue. Et un autre objectif nettement plus financier. Et oui, dans un film où il y a et de l'arabe et du français parlé en même temps, ça permet d'être subventionné par le ministère algérien de la Culture, mais de participer à des festivals français. Les festivals français sont tout simplement plus visités par les producteurs internationaux que les festivals algériens, donc il est très bêtement plus simple d'avoir une bonne carrière pour le film s'il est diffusé en France. Une de ses premières projections en France, c'était le festival francophone d'Angoulême. Et du coup, ça donne des dialogues très francs, c'est-à-dire que vu comme ce qu'on a vu sur la mise en scène, on est toujours très proche des personnages au niveau du cadrage. En plus de ça, vu qu'on est dans un langage très parlé, ça permet de vraiment
très vite s'identifier au personnage, même si on ne parle pas l'arabe, parce que fatalement, moi je devais lire tous les sous-titres parce que je ne parle pas la langue, mais malgré ça, j'étais très vite proche des personnages, justement grâce au cadrage et grâce au côté vraiment très quotidien des dialogues. Après, sur le rythme du scénario, je pourrais dire en termes de défaut qu'il se permet parfois des pauses qui sont un peu longues. Par exemple, dans le film, il y a un moment dramatique, que je ne vous spoile pas, mais il y a un moment où du coup le film, pour prendre la grandeur, enfin la lourdeur de ce moment triste, va vraiment se mettre en pause, c'est-à-dire qu'il y aura l'héroïne ne va pas faire d'action autre que prendre en compte cet élément dramatique pendant une séquence qui doit bien durer 6-7 minutes. Cette séquence est d'ailleurs parsemée de moments d'impro ou de scénettes imaginées par les comédiennes elles-mêmes. C'est donc un moment très libre artistiquement, alors qu'il fait suite au moment le plus triste du film. Enfin presque. Oui non, parce que sans spoiler, ça sent pas la joie et la bonne humeur tout le long du film. Où est le crâne? C'est lui qui fait les blagues d'habitude. Crâne? Où es-tu? Encore une fois, il s'agit du premier film de fiction de la réalisatrice, et par exemple, devoir tourner les scènes dans le désordre narrativement a été très dur pour elle. Elle passait de longs moments avec les actrices à ressasser le scénario pour être sûre que les émotions restent cohérentes d'une scène à une autre. Pour des raisons logistiques, les dernières séquences du film ont dû être tournées en début de tournage. Dans ces conditions, les actrices ont dû rendre à l'écran une amitié qu'on avait vue se développer et devenir complexe, notamment vis-à-vis de scènes qui n'avaient pas encore été tournées. Alors pour passer au fond du film, à ce qu'il raconte, évidemment c'est un film qui à mon avis est très important pour le ou la réalisatrice, je ne sais pas si Mounia, c'est Mounia Satour je crois le nom du ou de la réalisatrice, je ne sais pas si c'est un nom féminin ou masculin. Bref, ça doit être un film très personnel pour cette personne. Parce qu'effectivement, ça parle d'une période très précise de l'histoire d'Algérie. Du coup, le film se passe dans les années 90, c'est ce qu'indique le panneau de texte au début. Mais le problème, c'est que si on ne connaît pas un petit peu cette période ou ce pays, à mon avis, on peut être un peu perdu parce que ça a été un petit peu mon cas. Ah bah personnel, c'est le moins qu'on puisse dire. Mounia Medour est la fille de Azzedine Medour, lui-même réalisateur assez connu dans les années 80-90 en Algérie. Et en plein milieu du tournage de son film La Montagne de Baïa, une bombe a explosé, probablement placée par le FIS ou le GIA, groupement islamique armé. Ah mais c'est des gens formidables à dîner, faut pas croire. Elle a coûté la vie à 13 techniciens et figurants. La famille Medour quitte donc l'Algérie en plein milieu de la guerre civile, craignant directement pour leur vie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un petit peu comme la guerre d'Algérie est une période taboue dans l'histoire de France, cette guerre civile, surnommée décennie noire, est assez peu abordée dans le paysage culturel algérien. Ce conflit, qui aurait fait entre 100 et 200 000 morts en moins de 10 ans, était surtout une guerre de fractions entre différents groupes islamistes et entre les islamistes et la dictature. La population était littéralement prise en otage dans son propre pays, massacrée tour à tour par les terroristes ou par la dictature, l'un et l'autre accusant les civils de prendre parti pour l'ennemi. Et la position officielle du pouvoir sur ces événements est à la limite du mystique. En 2017, il est sorti un documentaire nommé « Pour ne pas oublier ». Le documentaire glorifie ouvertement Bouteflika, ce héros qui aurait réussi à lui tout seul à arrêter les guerres civiles. Sa stratégie ? Libérer les terroristes des prisons et gracier les militaires impliqués dans des massacres. Un héros donc. Donc voilà, c'est un film, si vous avez de la famille qui vous a raconté son histoire, que ce soit leur immigration ou leur vie en Algérie, si vous avez encore des parents en Algérie ou de la famille là-bas, je pense que le film peut vachement vous toucher si vous en parlez à votre famille. Par contre, si comme moi vous n'avez aucun lien avec cette partie du monde, le film est touchant, le film marche vraiment bien, il a des personnages forts, il a une réalisation qui fait très bien passer son message, mais vu qu'il me manque le contexte, que je sais pas qui était au pouvoir en Algérie dans les années 90. Est-ce que c'est les frères musulmans qu'on voit poser ces affiches et faire ces exactions pendant tout le film? Sans doute, mais encore une fois, je ne sais pas trop, il n'y a pas beaucoup de contexte sur qui sont ces réactionnaires qui veulent obliger les femmes à porter le voile. Après, par contre, même sans contexte, le film arrive vraiment à nous immerger dans ce monde-là et cet univers que, encore une fois, je connais assez peu. Et il y a notamment une scène qui m'a vraiment... j'attends de voir ce que Blue a à en dire parce que c'était assez rigolo à voir. C'est une scène, en fait, où Nejma va avec sa sœur Linda voir leur mère. J'ai pas retenu le nom de la mère, par contre. Et du coup, à un moment donné, la mère parle du travail de Nejma, du fait qu'elle est courturière, et elle lui dit « Ah, mais dans mon temps, on avait toute une tradition en termes de port du voile qui s'appelait le haïk. » Alors,
Et du coup, toute la scène va mettre en opposition le hijab et le haïk comme étant deux manières différentes de porter le voile. Une qui est du coup le hijab qui est un peu moqué par la mère qui ne porte pas de voile. D'ailleurs, les trois femmes ne portent pas de voile, Linda, la mère et Nejma. Et elle moque un petit peu ça. Elle le tourne un petit peu en dérision gentiment, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quand même un respect pour les femmes qui le portent. Et puis après avoir parlé du hijab du coup avec ce côté légèrement moqueur, elle nous parle du haïk qui du coup est apparemment un différent tissu, une différente manière de porter le voile. Encore une fois, je n'y connais rien du tout, donc je ne fais que vous dire ce que le film en raconte. Et notamment, elle fait une blague en disant que le haïk était très utilisé pendant la guerre parce que ça permettait de cacher des armes sous le voile pour que l'armée française ne les chope pas. Donc je trouve cette anecdote assez rigolote. Dans le film, le choix du haïk en opposition au niqab ou au hijab est surtout symbolique en fait. Le voile dit à l'iranienne défendu par le FIS à l'époque est un voile noir et qui casse complètement la forme du corps de la personne qui le porte. C'est donc un tissu sombre qui vient de l'étranger. Alors que le haïk est un vêtement typiquement algérien et tissé dans des matériaux allant du blanc au beige. Bon, en fait, il est possible que ce vêtement soit une tradition andalouse et pas algérienne. Enfin, globalement, ça vient de l'Afrique de l'Ouest et pas du Moyen-Orient, donc la métaphore tient toujours. En opposition à la noirceur des islamistes, Nejma leur oppose un tissu très clair et qui laisse voir le visage des femmes. Pour ce qui est de l'anecdote des femmes transportant des armes sous leur haïk, j'ai pas trouvé d'article qui parlait de ça, mais je trouve l'anecdote toujours aussi drôle. Donc ouais, le film arrive bien à faire sentir le vent qui soufflait à l'époque, on va dire, mais a du mal à inclure les gens qui n'ont aucun contexte. Peut-être un mot sur la dérive, entre guillemets, que le film peut avoir, qui est une dérive de gens qui sont complètement cons et qui trouveront des arguments dans ce film que le film ne défend pas du tout. Le film montre les deux femmes, les deux types de femmes, entre guillemets, comme étant également méritantes. C'est-à-dire que Samira qui porte le voile et qui fait la prière du matin, etc., elle est vue comme une personne tout aussi intéressante et digne d'intérêt et de respect que Sawila ou Nejma qui, elles, ne portent pas le voile et ne font pas la prière. Il n'y a aucune différence qui sont faites entre les deux. La seule différence qui est faite, c'est sur les extrémistes, notamment femmes des frères musulmans, qui forcent les autres à porter le voile. Du coup, je vois bien venir des dizaines de beaufs en France pour dire « Eh mais regardez ce film, là voilà, c'est des vraies femmes qui se battent pour ne pas porter le voile, alors qu'en France, il y a des connes qui se battent pour le porter. » Ce qui n'a rien à voir. Justement, le film montre un pays où le port du voile ou le non-port du voile est placé à un pied d'égalité. Samira n'est pas plus bête que Nejma parce qu'elle porte le voile. Elle est également intelligente, c'est juste qu'elle a ses biais, elle a sa manière de penser et elle considère que le voile est quelque chose d'important. Alors qu'en France, quand on a des politiciens qui veulent interdire à des femmes de porter tel ou tel type de vêtements, c'est pas un combat pour le progressisme, c'est juste de la connerie pure et dure. Mais voilà, je voulais quand même dire un petit mot sur ça parce que le film ne dit jamais que les femmes non voilées sont plus progressistes ou plus modernes que les femmes non voilées, même si le mot a pu m'échapper pendant la chronique, c'est un très mauvais mot. Et d'ailleurs, le film en profite pour montrer que Sawila, qui du coup est une femme qui ne porte pas le voile, qu'il ne le porte jamais pendant le film, peut tout aussi bien se faire martyriser par des connards, quoi, malgré le fait qu'elle ne porte pas le voile. C'est-à-dire que le voile n'est pas un marqueur de soumission de la femme. Sawila et Samira, leur rôle justement, c'est de montrer comment deux facettes du patriarcat peuvent influer deux femmes qui ont pourtant un caractère et des mœurs totalement différentes. La réalisatrice en parle d'ailleurs dans une interview qu'elle a accordée à France Inter. À un moment, Nejma perd espoir et pense à abandonner son idée de défilé de mode. Eh bien, c'est Samira qui la convainc de ne pas abandonner. Celle qu'il serait relativement facile de dépeindre comme la plus soumise à l'idéologie du FIS, est précisément celle qui relance toute la dynamique de résistance du groupe d'amis. Et franchement, entre Papicha, Bakura et Atlantique, que je suis allé voir, mais je vous ferai pas une chronique dessus, parce que sinon je vais vraiment commencer à faire que des films sur Cannes, et j'aimerais bien sortir un petit peu de cet univers-là, il y a vraiment des super films en ce moment qui sont diffusés, notamment grâce à la publicité que leur donne le Festival de Cannes, et ça fait plaisir à voir. Un dernier petit mot de contexte, notamment concernant la participation du film à Cannes. Le film devait originellement sortir en Algérie, mais il a été interdit de diffusion. L'avant-première avait quand même réussi le cocasse exploit de vendre 2000 tickets sur une salle de 200 places. Évidemment, en interview, la réalisatrice n'ose pas trop aller sur ce terrain-là, mais clairement, l'interdiction de diffusion du film est une décision politique de la part du régime algérien. Et oui, car si vous ne le saviez pas, il y a en ce moment de grandes manifestations en Algérie contre Bouteflika. Vous savez, le héros dont on parlait tout à l'heure. Et il est possible que le film ait pu être perçu comme hostile au régime. Mais en vérité, le film est assez inoffensif. Il est une charge claire contre l'islamisme, mais Bouteflika se prétend être le héros de l'anti-islamisme. Donc Papicha, du point de vue du dictateur, n'est pas vraiment un danger.
Durant la décennie noire, la dictature a, au mieux, regardé les massacres se faire sans intervenir. Vu que le film ne pose pas beaucoup de contexte, j'étais souvent en train de me dire « mais que fait la police? Que fait l'armée contre ces barbares ?» Et bah la réponse c'est que la police regardait et l'armée restait dans les casernes. Bon, je reviens parce que j'ai l'impression que c'est pas l'ambiance, hein. J'avoue que la guerre civile c'est pas un truc qui m'inspire des masses pour écrire des blagues. Et alors toi t'as fait de la dolly shot? Comment t'as fait ça? Oh, check this out! Ah. Voilà, je déclare cette vidéo officiellement terminée, vous savez ce qu'il vous reste à faire, il faut mettre le petit pouce en l'air, laisser un petit commentaire et en parler à vos compères. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode de Time Between. Ciao.